Dans une société bien plus riche qu'il y a 50 ans, et encore plus riche qu'il y a 100 ans. Nous n'avons jamais eu autant de prospérité, et l'humanité est plus riche qu'elle n'a jamais été. Depuis que la révolution industrielle a commencé à prendre son envol en Angleterre, au cours des années 1700, le monde est devenu beaucoup plus riche. Au fil des décennies, nous avons sans exception adopté des technologies telles que le moteur à vapeur, les combustibles fossiles, l'automatisation, la communication à longue distance, la containerisation et l'Internet. Aujourd'hui, on ne se pose plus de questions du pourquoi ou du comment nous avons atteint ces progrès. Mais ces progrès nous permettent de produire plus et plus efficacement tout en soutenant une population croissante qui à son tour est capable de produire plus. Et oui, cette croissance économique a permis d'améliorer le niveau de vie des gens ordinaires. Le développement économique de la Chine au cours des 30 dernières années a permis à près d'1 milliard de personnes de sortir de la pauvreté absolue. La croissance signifie normalement plus de richesse pour plus de gens, donc moins de pauvreté. Donc la croissance est formidable. C'est peut-être pour ça que c'est devenu un programme politique. Il ne faut pas attendre la croissance comme on attend la mousson. Si on n'a pas de croissance, on n'aura pas de la croissance. Mais est-ce que tout cela pourrait être en train de s'arrêter? Est-il possible de continuer comme ça? La croissance économique est devenue dans nos vies une constante. Bien sûr qu'il y a des hauts et des bas, mais en règle générale, ça ne fait que monter. Et oui, on parle bien de la croissance. Dans la plupart des pays développés du monde, on vise 3% de croissance, et dans l'Union européenne, on est assez proche de ces 3%. Mais 3%, c'est énorme. Le problème avec des taux de croissance exprimés en pourcentage, c'est que aussi petit que ce soit ce pourcentage, il conduira à une croissance exponentielle. Par exemple, avec 8% de croissance, en 10 ans, on double son économie, en 19 ans, on le quadruple, et en 30 ans, on a une économie 10 fois plus grosse qu'au départ. Et c'est ça la croissance moyenne de la Chine depuis les années 1970. Alors cette croissance qu'on nous revendique, comment on le calcule? Est-ce que c'est viable et durable? Peut-on continuer comme ça, ou bien y a-t-il une limite à la croissance économique? La croissance économique désigne la variation positive de la production des biens et des services dans une économie, sur une période donnée. Pour simplifier, un pays en croissance signifie qu'il y a plus de biens et de services qui circulent que l'année dernière. Donc un citoyen peut acheter plus ou a plus de choix lorsqu'il achète quelque chose. Alors la croissance est calculée par le PIB, le produit intérieur brut. Selon l'INSEE, le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels ou des différentes branches d'activité, augmenter des impôts, moins les subventions sur les produits. Pour simplifier, le PIB est la somme totale de toutes les transactions qui ont lieu dans une économie. Donc tous les achats par le gouvernement, les achats que toi tu as faits et toutes autres personnes et entreprises dans le pays. Plus l'exportation et moins l'importation. C'est le total des transactions qui ont lieu dans une économie. Alors cette définition du PIB montre qu'on peut calculer le PIB de deux manières différentes. Par l'argent dépensé ou par les produits créés. Cependant, il est bien plus simple de calculer le PIB, et donc la croissance par les transactions, que d'examiner toutes les chaînes de production et les chantiers, les entreprises de services. Et il est raisonnable de penser que la plupart des acteurs économiques ne produiraient pas quelque chose s'il n'y avait personne qui l'achèterait. Donc le PIB est calculé par la demande et pas par l'offre. Donc par l'argent dépensé. Un élément important pour plus tard. Tout cela implique deux choses. Premièrement, un bon économiste ne peut pas se contenter des chiffres du PIB lorsqu'il évalue le bien-être d'une économie. Car ce ne sont que des dépenses. Et parfois, on achète des choses vraiment pourries. Deuxièmement, bien que ce soit plus simple de le calculer, la croissance par les transactions, la demande ou les achats, une véritable croissance économique dépend de la quantité que nous pouvons produire, plutôt que de la quantité que les gens peuvent acheter, d'une année à l'autre. Donc maintenant que nous savons ça, qu'est-ce qui permet de produire de plus en plus de choses? La croissance. Ce qui permet de produire plus sont les facteurs de production. Il y a 4 facteurs de production. Le travail matériel,
le capital naturel, le capital physique et le capital immatériel. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont que des termes compliqués pour dire la main-d'œuvre, le terrain et les ressources utilisées, les machines et l'usine utilisées pour produire, donc la technologie, et puis l'esprit d'entreprise, ce qui réfère à l'organisation interne et externe, mais aussi la créativité et l'entrepreneuriat de l'entreprise. Le savoir-faire, quoi. Alors comment ces 4 facteurs de production ont-ils évolué? Et permettent-ils la croissance infinie? Les individus sont devenus des travailleurs plus efficaces. Et pas parce qu'on est plus musclé ou génétiquement plus intelligent qu'il y a 100 ou 200 ans. Mais en général, les citoyens d'aujourd'hui sont bien plus instruits que ceux d'il y a un siècle. Et cela contribue énormément. Au lieu de couper des arbres avec des pierres ou des haches, nous avons appris à utiliser et à entretenir des tronçonneuses, ce qui signifie que nous pouvons faire le travail de 100 hommes avec seulement quelques individus. C'est la même chose pour l'agroalimentaire. Une main-d'œuvre plus efficace permet de nourrir plus de personnes qui, de leur côté, peuvent travailler dans d'autres secteurs, par exemple technologiques, et ainsi augmenter l'efficacité de la main-d'œuvre. Et avant de t'en rendre compte, ton économie grimpe comme celle de la Chine. Mais ce qu'on observe ces dernières années, c'est la suppression du travail, de la main-d'œuvre par l'automatisation. Des humains sont remplacés par des bras mécaniques. Il est alors facile de se dire qu'on n'a pas besoin d'humains si des bras mécaniques font l'affaire. Mais en réalité, il faut des personnes pour programmer et maintenir ces bras. Mais ce n'est qu'une fraction par rapport au nombre de personnes qui sont remplacées par l'automatisation. Du coup, jetons un coup d'œil à la technologie et la croissance. De nouvelles technologies importantes ont été introduites dans les domaines du textile, de l'énergie et des transports. Son caractère cumulatif lui a valu d'être appelé la révolution industrielle. La technologie est le facteur de production le plus important depuis environ 200 ans. Alors nous sommes passés d'une société utilisant des outils manuels simples à des chaînes de production presque entièrement automatisées. Nous avons des machines et des bateaux, des trains, des avions, des voitures, des énormes usines, un réseau de communication mondial et bien plus encore. Cela nous permet de devenir plus productifs. Il suffit de regarder l'évolution technologique d'éclairage pour le comprendre. Pendant des milliers d'années, l'éclairage s'est limité à des feux de camp ou des lampes à base de graisse animale ou d'huile végétale. Ce n'est que dans le XVIIIe siècle qu'on utilise des formes plus efficaces comme les bougies de suif. Puis on est passé aux lampes à gaz, des lampes à kérosène, des ampoules à filaments et des ampoules fluorescentes. Ces ampoules fluorescentes compactes, introduites en 1992, sont à peu près 45 000 fois plus efficaces en termes de temps de main-d'œuvre que l'éclairage d'il y a 200 ans. Or, l'éclairage est important dans la production. On a besoin de voir ce qu'on fait. Et le coût de la lumière en baisse permet donc d'avoir des usines opérationnelles sans arrêt. Et ça, ce n'est que l'impact de la lumière. Alors, imaginez l'importance du passage des chevaux à la machine à vapeur, puis au moteur à combustion. Comme vous pouvez le comprendre, la technologie nous permet de devenir plus productifs. Et une main-d'œuvre plus productive peut créer plus de technologie. Donc les deux sont interdépendants et font la croissance. Si l'un s'améliore, alors l'autre aussi. Mais avant tout, cette technologie a besoin d'être inventée et développée. Et il faut un savoir-faire pour ça. Alors il faut éviter la question de ce qui est la créativité et comment une entreprise invente des nouvelles choses. Car en réalité, les entreprises ne sont pas toujours productrices de technologies révolutionnaires. Bien souvent, elles transforment une technologie existante qu'un petit peu. La différence entre 4 gigaoctets de RAM et 8 gigaoctets de RAM n'est pas aussi impressionnante que la différence entre un boulier et le premier ordinateur. Il en est de même pour l'évolution des voitures. D'année en année, on sort des voitures plus rapides et qui consomment moins. Mais cette évolution technologique n'est rien comparée au remplacement du cheval, un être fatigable, par de la mécanique inépuisable. C'est de même pour Internet et la téléphonie. Ça permet de transmettre plein d'informations d'une manière instantanée. Et cela remplace la lenteur de transmission d'informations par la poste comme les années d'avant. Bien que Facebook et Google se font encore plein d'argent sur le web, leur capacité de nous transmettre plus de pubs personnalisées pour qu'on consomme plus et qu'on stimule la croissance s'épuise. C'est à cause de multiples raisons. Le nombre de détenteurs de téléphones et ordinateurs ne peut croître infiniment. On n'a pas le temps ou l'envie de faire de plus en plus de recherches sur le web.
Et les pubs deviennent de plus en plus nombreuses et reçoivent donc de moins en moins notre attention. C'est pour ça qu'ils investissent dans l'intelligence artificielle, car c'est estimé être la prochaine révolution technologique. Donc la créativité et l'esprit de l'entreprise ont permis 4 grandes révolutions. La première et deuxième révolution industrielle suite à l'invention du moteur à vapeur et la production à la chaîne dans des nouvelles industries. Puis la troisième est la révolution digitale qui a permis la mécanisation et une communication humaine plus rapide par email. Et actuellement, on vit la quatrième révolution, celle de l'informatique, où les machines apprendront à communiquer entre elles pour optimiser la production et où l'intelligence artificielle rendra obsolètes certains métiers. Mais tout comme avec la révolution mécanique, la peur que la main-d'œuvre deviendra obsolète est une crainte fondée sur l'imaginaire des films. David Autor, un économiste américain de Massachusetts Institute of Technology, le MIT, l'explique bien. Now, I started this talk with a paradox. Our machines increasingly do our work for us. Why doesn't that make our labor superfluous, our skills redundant? Isn't it obvious that the road to our economic and social hell is paved with our own great inventions? In the last 200 years, scholars and activists have raised the alarm that we are running out of work and making ourselves obsolete. For example, the Luddites in the early 1800s. US Secretary of Labor, James Davis, in the mid-1920s. Nobel Prize-winning economist Vasily Leontief in 1982. And of course, many scholars, pundits, technologists, and media figures today. I can't tell you what people are going to do for work 100 years from now, but the future doesn't hinge on my imagination. If I were a farmer in Iowa in the year 1900, an economist from the 21st century teleported down to my field and said, "Hey, guess what, Farmer Otter? In the next 100 years, agricultural employment is going to fall from 40% of all jobs to 2%, purely due to rising productivity. What do you think the other 38% of workers are going to do?" I would not have said, "Oh, we got this. They'll do app development, radiological medicine, yoga instruction, Bitmoji." As our tools improve, technology magnifies our leverage and increases the importance of our expertise and our judgment and our creativity. La technologie est un outil pour l'humain et ce n'est pas l'inverse. Mais avec l'IA, une deuxième crainte existe, c'est l'éducation. Cette source d'innovation est selon de nombreuses personnes menacée par l'IA, qui soi-disant remplacera la créativité et l'intelligence humaine. Une grande partie de notre prospérité est due au fait que nous sommes devenus plus intelligents et plus innovants, et que nous avons pu exploiter des technologies novatrices pour apporter encore plus de richesse à la société. Malgré ça, la réalité est que le niveau d'éducation de la plupart des pays modernes a stagné au cours des 20 à 25 dernières années. En même temps, les capacités intellectuelles d'un seul humain est limitée. En effet, les connaissances de l'humanité ont largement dépassé la capacité intellectuelle d'une personne. Et même dans des secteurs incroyablement spécialisés, nous ne pouvons pas nécessairement compter sur un cerveau pour continuer à repousser les limites du possible. Mais les technologies qu'on développe actuellement, l'intelligence artificielle, pourraient régler ce problème. Puis même si un humain est incapable de tout savoir, un groupe peut largement dépasser ce problème de savoir. L'intelligence artificielle est en quelque sorte ça. Des tentatives regroupées, proposant des solutions, et un humain choisit lequel des solutions a le plus de valeur, de réussite. Donc toutes ces révolutions industrielles et technologiques rendent obsolètes certains métiers, puis la main-d'œuvre s'adapte à la nouvelle technologie pour produire, ce qui permet à plus de personnes d'utiliser des nouveaux outils, de découvrir des nouveaux savoirs, mais donc aussi de faire des découvertes qui pourraient être un pas vers la prochaine grande découverte révolutionnaire. Tant qu'il y a de la main-d'œuvre qui construit et fabrique, tant que les nouvelles technologies sont utilisées pour améliorer la production, et tant que la technologie et la main-d'œuvre permettent à des personnes d'entreprendre, la croissance semble pouvoir être infinie. Donc la mentalité de croissance jusqu'au boutiste semble être justifiée. Ah mais oui, on a totalement oublié la quatrième facteur de production, le terrain et les ressources. Au XVIIe siècle, nous avons plus ou moins occupé la totalité de la surface utilisable de notre planète. Plus de personnes peuvent produire plus de nourriture,
ainsi que des biens et des services, pour faire vivre plus de personnes. Par conséquent, acquérir plus de surface signifie plus de personnes. Mais nous avons commencé à épuiser la quantité maximale de minéraux et de ressources naturelles que la planète contient. Soyons réalistes, nous sommes devenus assez riches et possédons plus, mais en abîmant la Terre au cours des dernières décennies. Nous savons tous que nous avons une réserve de pétrole limitée. Mais prenons un autre exemple, le sable. Le sable est utilisé dans la construction, principalement pour le ciment. Cependant, pas tout le sable peut être utilisé. Le sable des déserts est souvent inutile, mais le sable des plages est parfait pour ces constructions solides. En effet, ce n'est pas surprenant qu'avec la demande croissante, des pays comme le Vietnam vont manquer de sable dans 2 ans. Pourquoi? Parce que nous en avons besoin pour la construction. La Chine à elle seule a construit 145 000 km de routes automobiles en 2013. Et la Chine a connu une hausse de sa demande en ciment de 437,5% en 20 ans. Quant à Dubaï, elle a épuisé ses ressources en sable marin en déversant 385 millions de tonnes pour créer un ensemble d'îles artificielles, appelées نخلة جميرا. Depuis, Dubaï dépend de l'Australie pour satisfaire sa demande de sable pour d'autres projets de construction de grande ampleur. De nos jours, la plupart des économistes reconnaissent les limites de la croissance à cause des enjeux environnementaux. Les usines, voitures et avions rejettent tous des gaz à effet de serre et du plastique remplit notre océan. Même l'extraction du sable a des impacts terrifiants sur la nature. La suppression d'une barrière naturelle contre les déversements de produits chimiques, la destruction d'écosystèmes entiers dont nous dépendons, mais aussi plus directement pour l'humanité, comme ça détruit une barrière naturelle contre les inondations. Tout cela est mauvais d'un point de vue humanitaire, mais cela a aussi un impact sur notre économie. Et gardons notre point de vue économique. Tous ces dégâts que nous avons causés, il faut les régler. Rien qu'en 2019, l'armée américaine a annoncé qu'elle dépenserait 5 milliards de dollars pour réparer seulement 2 bases après les récents événements climatiques. Et ce n'est que 2 bases parmi les 800 bases militaires que les États-Unis ont. Et ça, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de l'infrastructure mondiale. Puis chaque année, ces coûts monteront avec la continuité des dégâts causés. N'oublions pas que ces événements se produiront de plus en plus. Des phénomènes tels que la hausse du niveau des mers et la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes vont dégrader une économie déjà en déclin. De nombreuses entreprises devront repenser leur politique de lutte contre le changement climatique ou du moins respecter les lois plus strictes qui seront mises en place. De nombreux pays qui dépendent de ces ressources limitées ou des ressources en général devront trouver de nouvelles façons de générer des revenus. Donc la croissance économique est principalement alimentée par l'innovation. Mais ce n'est pas quelque chose d'absolu. Personne ne peut nous garantir une croissance permanente. Il faut la mériter. Il faut que nous continuions à innover, à devenir plus efficaces et que nous nous attaquions sérieusement à certains problèmes majeurs auxquels nous allons être confrontés dans le siècle à venir si on veut continuer à s'enrichir. La croissance économique peut paraître sans fin. Tant que nous disposons de ressources et que nous les gérons bien, la croissance peut se poursuivre indéfiniment. Mais il semble que nous soyons bloqués par cette idée. En effet, alors que nous sommes confrontés à la question de la gestion de nos ressources, au danger de les épuiser, on entend parler de l'astromining, comme la solution au manque de ressources. These tiny dots represent the millions of asteroids in our solar system. Over the past 2 decades, government and private aerospace companies have been investigating their composition, location, and even possible payoffs to mine them. This one, known as Bennu, has an estimated value of $669 million. Ryugu, $82 billion. Better yet, an asteroid called Davida, which is valued at more than $100 trillion. Je ne dis pas que nous devrions abandonner cette idée. Ce serait une étape majeure dans l'avenir de l'humanité. Mais l'astromining ne sera intéressant que si nous parviendrons à survivre aux problèmes causés par notre cupidité. Notre dépendance à l'égard des ressources naturelles, comme le pétrole, le sable, les arbres, les animaux ou encore l'or et le lithium pour l'électronique,
est actuellement limitée à la quantité dont nous disposons sur Terre. Nous sommes en train de surexploiter la Terre depuis des décennies, voire des siècles. Sans parler de l'impact du changement climatique, et en se focalisant uniquement sur nos ressources, il est temps de repenser notre modèle économique, même si ce n'est que temporairement, jusqu'à la conquête de l'espace. Les ressources de la Terre sont limitées, et comme nous sommes pour l'instant limités à cette planète, nous devrions prendre cela comme une évidence économique. Il ne faut pas attendre la croissance comme on attend la mousson. Si on n'a pas de croissance, on n'aura pas de la croissance. De plus en plus d'économistes parlent de l'économie du donut ou de l'économie circulaire. Ce type de modèle nous permettra de prospérer plus longtemps. Cela peut sembler contre-intuitif, quelque chose de cyclique qui permet le progrès. Au début de cette vidéo, j'ai expliqué comment le PIB permet de calculer la croissance. J'ai accentué que la croissance est calculée en fonction de la demande, c'est-à-dire de l'argent que nous dépensions. En quelque sorte, cela signifie que le PIB est calculé en fonction de la quantité. Et comme nous l'avons vu, cela constitue un problème important dans notre raisonnement économique. Si nous achetons tous des fidget spinners ou des inscriptions à une salle de sport sans s'en servir, est-ce que cela représente réellement de la croissance? Permettez-moi d'expliquer la pensée sous-jacente. En passant à un modèle d'économie circulaire, nous pouvons connaître une croissance qualitative plutôt que quantitative. Au lieu de dépasser la quantité que notre planète peut supporter, nous resterons à l'intérieur des capacités de la Terre et nous affinerons notre technologie et nos ressources d'année en année. Ainsi, au lieu de dépasser les capacités de la Terre, nous tiendrons compte de ses limites et nous pousserons à l'amélioration des technologies au lieu de fabriquer plus de produits ou services identiques ou inutiles. Comme nous réutilisons les ressources de manière responsable, nous pourrions calculer la croissance en optimisant la gestion des ressources. Donc la croissance s'établira sur l'efficacité des nouveaux produits, services et technologies. Donc la qualité de ces nouvelles technologies. Et cette meilleure qualité de ces produits aura un impact positif sur notre qualité de vie. Le succès et la croissance ne seront plus le nombre de choses que vous ou un pays possède, mais dans une économie circulaire, la croissance signifie la qualité. Alors, on peut le réparer? On pourrait, mais la réparation coûterait très cher. Et franchement, votre poste ne le vaut pas. La technique a fait tant de progrès depuis 10 ans. Tenez, écoutez ce petit Philips, il vaut à peine 12 000 francs. Il fonctionne sans antenne avec un cadre antiparasite incorporé. Et pourtant, il est bien plus sensible et bien plus musical que tous ces vieux postes. Vous avez le choix dans la nouvelle série synchromagnétique Philips. Tous ces modèles, du petit portatif au poste de grand luxe, ont les tout derniers perfectionnements. Cadre incorporé antiparasite, 4 gammes d'ondes, haut-parleur à membrane adaptée, très musical et très fidèle, et sur ces nouveaux modèles, le réglage instantané par clavier à touche. Vivement, avec ma tirelire, je vais pouvoir m'acheter ce petit-là pour ma chambre. Quant à nous, nous prenons aussi un Philips de l'année. Celui-ci, par exemple. Mais dites-moi, vous n'allez pas l'année prochaine révolutionner la technique? Écoutez, monsieur, si vous voulez être en avance sur la technique des années futures, ce nouveau modèle à modulation de fréquence, c'est la formule d'avenir qui donne des auditions parfaites sans aucun parasite. Et puis un conseil, achetez toujours Philips, c'est plus sûr. Instantanément. Dents blanches. Haleine fraîche. Super dentifrice Colgate. Phosphaté, phosphaté, phosphaté. Pour la santé de vos dents, super dentifrice Colgate. Phosphaté, phosphaté.